Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans cette émission de l'interview sur wise.cd qui reçoit un acteur politique et aussi chargé de communication d'un établissement public. Il s'appelle Adi Epoba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Martin et merci. Avec lui, nous allons aborder les questions socio-politiques et aussi parler de son secteur d'activité. La première question, Adi Epoba. Vous êtes chargé de communication au sein du FOGEC. Alors, dites-nous, qu'est-ce que signifie FOGEC? Alors, FOGEC en sigle veut dire Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons accéder les entrepreneurs congolais au financement de leurs projets par les banques et par les institutions de microfinance. Alors, les entrepreneurs congolais qui ont des projets innovants, qui ont des idées innovantes et qui sont dans la transformation, dans la production, nous les accompagnons à pouvoir avoir le financement et pouvoir réaliser leurs rêves, pouvoir évoluer pour ceux qui n'ont pas encore, pouvoir évoluer pour ceux qui ont déjà entamé et pouvoir réaliser leurs rêves pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Est-ce qu'il y a déjà des projets financés par FOGEC? Mais il y a plusieurs projets qui ont été financés par le FOGEC. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 projets. Nous avons atteint plus de 11 provinces en République démocratique du Congo, mais qu'à cela ne tienne, on a encore besoin de relever les défis des projets qui sont au FOGEC. Il y a plus de 1000 projets aujourd'hui avec l'application qu'on a qui essaye de répertorier les projets. Et ces projets, en termes de demande, de besoins en fonds, c'est plus de 100 millions de dollars. Et donc, ces défis majeurs des ressources financières. Et aujourd'hui, un grand souci pour le FOGEC, mais petit à petit, avec le leadership, entre autres, du DG Laurent Mouzeba, qui a été placé à la tête du FOGEC sous la vision du chef de l'État, de pouvoir établir une classe moyenne en République démocratique du Congo, notamment grâce au FOGEC, nous arrivons quand même à pouvoir réaliser nos missions qui est d'accompagner les entrepreneurs congolais d'accéder donc au financement de leurs projets. Alors, parlons justement du financement. Est-ce que vous avez des secteurs qui sont totalement prioritaires ou bien vous ne tenez pas compte des secteurs des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés? Écoutez, nous finançons plusieurs secteurs, où nous accompagnons les entrepreneurs qui sont dans plusieurs secteurs, sauf ceux qui sont dans le négoce. Qu'est-ce que nous on comprend par négoce? Ce sont donc des projets que vous voulez acheter des marchandises en Turquie, en Chine, je ne sais pas, peut-être à Dubaï, qui est fabriqué par l'ouvrier chinois ou l'ouvrier turc, une chaussure qui vient de la Turquie. Là donc, nous ne finançons pas ces genres de projets. Vous ramenez vos containers de marchandises comme ça et que vous avez besoin de vous établir quelque part, que FOGEC puisse vous donner les fonds pour créer une boutique d'habillement et autres, on ne va pas vous financer puisque c'est plutôt la main-d'œuvre externe qui est valorisée par la main-d'œuvre congolaise. Mais plutôt, si vous voulez créer une boutique pour vendre des chaussures qui sont made in DRC, là, on peut toutefois vous accompagner. Vous voyez, donc, si vous êtes dans le négoce, vous ne serez pas plutôt accompagné par le FOGEC. Dans tous les autres projets, vous êtes accompagné par le FOGEC si vous êtes congolais. Merci Adi Epoba. Et le premier sujet, il s'agissait de votre secteur d'activité. Vous venez de répondre à mes questions. Alors, le deuxième. Depuis le 24 mars dernier, d'ailleurs par l'initiative du chef de l'État, il y a eu des consultations politiques et qui ont pris fin le 8, donc 2 jours passés, et en vue de former un nouveau gouvernement. Mais quelles sont les attentes de la population congolaise pour ce prochain gouvernement? En premier, les attentes de la population congolaise quant à ces consultations initiées par le chef de l'État, qu'on salue, que je salue personnellement,
C'est d'abord l'objectif de ces consultations qui est de pouvoir mettre en place un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui sera inclusif, un gouvernement qui va régler les défis majeurs de la République démocratique du Congo, qui est entre autres la sécurité. Donc, dans les attentes de la population congolaise, c'est d'abord la sécurité. Retrouver nos territoires qui sont occupés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et autre attente à ce gouvernement d'union nationale serait la résolution des problèmes socio-économiques. Vous savez, il y a le chômage, vous savez, les gens n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois, vous savez, il y a des routes qui ne sont pas en bon état, vous savez, il y a tellement de questions sociales et économiques que ce gouvernement doit régler. Voilà. Mais en évoquant ces questions sociales ou bien ces problèmes sociaux, vous voulez aussi dire que l'actuel gouvernement a échoué dans sa mission? Alors, je n'ai pas dit que l'actuel gouvernement a échoué dans sa mission. Je ne porte pas ici la voix de la majorité du peuple congolais. Selon mon avis, je pense que ce gouvernement fournit son effort. Il y a une situation de guerre que ce gouvernement fait face. Et est-ce que ce gouvernement a échoué? Là, je pense que chaque Congolais peut donner son point de vue. Quant à moi, je pense que le gouvernement fait son mieux pour régler le problème de Congolais, mais il y a quand même tellement de problèmes qui ne sont pas réglés, il y a tellement quand même beaucoup de soucis que ce gouvernement n'arrive pas à régler. Donc sur 100%, moi je pense que ce gouvernement essaye de se battre dans le 45%. Donc, bref, il n'a pas réussi dans sa mission. Et vous parlez aussi du gouvernement de l'Union nationale, le prochain gouvernement. En fait, c'est la nomination de ce prochain gouvernement. Alors, Adi Epoba, lorsqu'on parle du gouvernement de l'Union nationale, cela signifie qu'on rassemble toutes les couches politiques, opposition, société civile, majorité, mais nous avons constaté durant les 2 semaines les poids lourds politiques, je cite, Martin Fayoulou, Délicie Sanga, Martin Taponou, qui n'ont pas pris part à ces consultations de manière officielle, même si ça continue de manière informelle. Est-ce qu'on continuera toujours de parler d'un gouvernement d'union nationale au moment où le peuple congolais croupit? Il y a des inondations partout, des érosions partout. Est-ce que ce gouvernement va résoudre les différents problèmes qui gangrènent la société congolaise? Bah oui, ce sera un gouvernement d'union nationale. L'appel a été lancé et ceux qui ont répondu, c'est ceux-là qui aiment l'unité de la République démocratique du Congo, et ceux qui n'ont pas répondu, on peut toutefois connaître que ce sont donc les ennemis de la RDC, puisque la question majeure que va régler ce gouvernement d'union nationale, c'est entre autres la première question d'ailleurs, c'est la question sécuritaire. On veut retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les territoires qui sont occupés par les rebelles, on doit se mettre ensemble pour voir comment est-ce que nous devons bouter l'ennemi hors de notre territoire. Mais si on appelle à des consultations, il y a des gens qui répondent, il y a des gens qui ne répondent pas, mais vous avez la réponse. Est-ce que le gouvernement sera un gouvernement qui aura l'approbation de la population? Bah oui, puisque la population en a marre de la guerre, parce que la population veut la paix, parce que la population veut le développement de la RDC, et ce développement est impératif à la paix. Donc il faut que nous puissions avoir la paix pour que nous puissions avoir le développement concrètement. Pour ce sujet, sortons par cette question. On parlera d'un nouveau gouvernement d'ici peu, dans quelques temps, mais je pense que vous avez une lecture à faire par rapport aux secteurs qui seront privilégiés. Vous évoquez la sécurité, mais à part ces secteurs, y a-t-il un autre qui devrait aussi être regardé d'un œil un peu différent? Je pense que le secteur de l'infrastructure, c'est vraiment un problème majeur qu'on a. Je pense que le ministre des ITPR a pu être nommé dans 2 gouvernements, Oui. Et jusque-là, il ne faut rien. Donc, c'est un secteur que moi je verrais qu'on doit donner à une personne capable de pouvoir régler les questions
de l'infrastructure en République démocratique du Congo. Les questions de l'infrastructure, ce n'est pas seulement les routes qui n'arrivent même pas à réhabiliter, pas à construire, les routes qui n'arrivent même pas à réhabiliter. Les questions des infrastructures, ce n'est pas seulement les questions de mettre des caniveaux auprès des routes. C'est une je vais dire, c'est une grande responsabilité qu'on a donnée à ce ministre qui est incapable de pouvoir nous donner les infrastructures des bases dans le secteur sportif, dans le secteur culturel, dans les secteurs administratifs. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas ce qui devrait être par rapport aux assignations de ce ministère. Donc je pense que le secteur des infrastructures et également les secteurs de réglementation de l'urbanisme en République démocratique du Congo doit être vraiment suivi à la loupe. Doit être suivi à la loupe. Je crois que c'est la dernière question de ce sujet. Dernier sujet, c'est que vous savez qu'il y a déjà près de 2 semaines qu'un agent de la police de circulation routière est décédé, mais il a été tabassé par ses confrères policiers parce qu'il avait empêché le cortège de la première ministre de prendre le contresens. Ça a défrayé la chronique. Cet événement a fait la une des journaux et aujourd'hui on revient encore 2 semaines après pour dire que dans notre ville de Kinshasa, comment faire pour éviter ces bavures policières qui ne cessent de galoper chaque année, je dirais même chaque mois. Comment faire pour éviter des bavures policières? Je pense que la première solution serait de former des policiers qui sont capables de pouvoir être des bons serviteurs. Aujourd'hui, on a des enfants, des policiers qui deviennent des policiers sans formation. On grandit avec des gens et d'un jour au lendemain, vous voyez la personne en tenue militaire et avec une arme. Vous posez la question, où est-ce qu'il a fait la formation militaire pour devenir policier? La formation que l'État doit donner à des gens, on doit également faire la sélection. La sélection de qui a la morale d'être un policier. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les policiers qu'on a, c'est plus 80% des gens qui n'ont pas la morale d'être policiers. Ce sont des gens qui ne sont pas nés à être policiers. Peut-être que ce sont des situations qui ne sont pas passés par des formations, vous voulez dire? Oui, des situations socio-économiques, le manque de travail, ils tombent à la police parce que là, on paye quelque chose. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle annonce du gouvernement de pouvoir doubler les salaires des policiers, vous allez encore voir de plus en plus des jeunes qui ne sont pas censés être des policiers, qui vont devenir des policiers. Mais est-ce qu'on doit chasser ces jeunes-là? On a besoin de plus en plus de gens, mais il faut une formation adaptée. Donc et dans cette formation, il faut un recyclage. Vous parlez de la conjoncture actuelle. Il faut un recyclage également dans cette formation pour avoir la crème des crèmes de ceux qui devraient servir la population. Un policier ne peut pas mettre ses mains dans des poches des civils. Un policier ne peut pas chercher des infractions fausses pour les civils. Un policier ne peut pas se battre aux côtés des Koulouna. Un policier ne peut pas, sans rien comme ça, sortir son arme devant les civils. Un policier, c'est quelqu'un qui a une morale, c'est quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui sait compatir, c'est quelqu'un qui sait gérer les affaires avec équitable. Donc, il a un devoir de protéger la population. Il a ce devoir. Et pour connaître les devoirs, il faut être intellectuel pour appréhender ça, assimiler et appliquer. Si on n'est pas intellectuel, si on n'est pas bien rodé, on a ce problème. Donc le problème aujourd'hui de notre police, c'est la formation. Et la bonne formation et le recyclage après. Mais parlons de la mort de cet agent de la police de circulation routière, Fiston Kabeya, je cite d'ailleurs son nom.
Et quelle est la responsabilité? Est-ce que la responsabilité revient au major qui a donné l'instruction ou bien à la première ministre? Parce que les langues, c'est délit. Les journaux parlent d'une éventuelle responsabilité de la première ministre, d'autres du major. Quelle est votre lecture quant à ça? Alors écoutez, avec toute humilité, je vais aborder ce sujet. Mais avant de commencer, je vais présenter mes condoléances à la famille du défunt. Ce policier qui a fait son travail est mort avec son arme à la main, comme on peut le dire. Il y a tellement d'interprétations. Moi, ici, je ne suis pas un juriste pour interpréter ces faits juridiquement, mais en tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste politique, on peut toutefois avoir à interpréter les faits. Je pense que la responsabilité dans cette mort est tellement partagée. La première ministre est responsable. L'auteur, le commanditaire qui est le chef de la sécurité de la première ministre est responsable. L'État congolais est responsable. Responsable, pourquoi? L'État congolais est responsable civil quant à des dommages qui ont été causés et quant à la perte de vie de ce policier qui a une famille qui attendait que leur père, leur petit frère, leur grand frère rentrent à la maison, mais après n'est pas rentré à la maison. Donc les agents de l'État qui ont commis cet acte de pouvoir tabasser ce policier qui était dans son lieu de travail, l'État portera cette responsabilité. Et d'après les informations, ils sont incarcérés. D'après les informations, ils sont incarcérés. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, la chose à faire, c'est le suivi. Si aujourd'hui, on doit dire que la première ministre a fait ce qu'il fallait faire, ça serait que la première ministre suive que ces gens-là soient vraiment incarcérés et que ne retournent pas également à leur lieu de travail et que ces gens-là puissent subir leur peine, effectivement. Parce qu'on connaît dans ces pays, on peut entendre que les gens sont incarcérés, mais une année, 2 ans, ils sortent, ils rentrent dans leur poste de travail. Imaginez un peu ce que ça fera dans le cœur de la famille qui a perdu la famille victime. Donc je parlais tantôt ici de responsabilité. L'État congolais, responsable civil, qui doit payer les dommages de ses agents. Donc la responsabilité, d'après vous, revient à la première ministre ainsi qu'au major. La première ministre est responsable, mais il faut me poser maintenant la question, responsable en quoi? La première ministre est responsable politique et morale. En tant qu'employeur, la première ministre devrait donc suivre que ses agents ne puissent pas commettre ces bavures. La première ministre a été mise en danger par ce chef de sécurité, puisque laisser la première ministre pendant plusieurs minutes sans sécurité et sans une unité, c'est vraiment dangereux dans cette situation que nous passons dans notre pays ici, où on ne sait pas comment s'y prendre. Vous voyez, c'est vraiment dangereux de laisser la première ministre dans ce sens-là. Et la responsabilité de la première ministre, c'est de suivre donc la situation jusqu'à la fin, que les coupables puissent être incarcérés, que les dommages puissent être payés. Et que après, dans ce pays, que les autorités, les députés, les ministres et tous les autres là ne puissent plus emprunter le sens unique. Parce que là, elle, en tant que chef du gouvernement, elle doit d'abord commencer à respecter la loi et que les autres qui le suivent puissent respecter également la loi. Elle n'a pas respecté la loi, c'est ça sa responsabilité. Elle n'a pas respecté le code de la route, c'est sa responsabilité. Mais après, on veut voir la première ministre suivre cette question jusqu'à la fin et que la famille de M. Kabeya puisse trouver quand même la paix. Merci Adi Epouba, c'est votre tout premier passage à notre émission, l'interview. Avez-vous un mot à dire par rapport à l'organisation ainsi qu'à toute l'équipe de Wise.cd? Ben écoutez, je pense que toute chose commence et évolue.
Et l'organisation que j'ai vue ici, c'est une bonne organisation. Donc des questions qui sont également bien posées, des sujets qui sont bien traités avec toute impartialité. Et je pense que c'est une émission qui devrait recevoir beaucoup d'autorités, beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer et veulent montrer leur point de vue. Merci d'avoir répondu à nos questions, Adi Epouba. Je rappelle que vous êtes analyste des questions sociopolitiques et aussi chargé de communication au sein de FOGEC. Merci de nous avoir suivis, restez branchés. L'information reste en continu sur notre site www.wise.cd.